pour que d'autres qui étaient arrivés au pouvoir dans ces conditions-là bâillonnent la démocratie, amènent le pays dans la terreur, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement le fait de l'élection du président de la République. C'est un ensemble de mécanismes, c'est la participation de l'ensemble du peuple à la gestion de ses propres affaires. Ce n'est pas ce que nous avons vu ces 5 dernières années. Et pour ma part, lorsque j'ai quitté Paris le 26 janvier de cette année, c'était pour prendre part aux élections. Et j'avais pris toutes les dispositions pour participer à ce débat-là, et que les tenants du pouvoir aient refusé d'amener le peuple aux élections, et qu'ils aient cru utile de plonger le Congo dans une deuxième guerre civile, je pense que cela, l'histoire le rétablira bien. Et la nuit du 4 au 5 juin dernier, j'étais bien dans mon lit. Je ne pense pas qu'il y ait une démocratie ou un principe de président librement ou démocratiquement élu qui préconise qu'il dispose de l'avis des autres citoyens ou des autres dirigeants politiques. Alors, ce matin-là du 5 juin, ma résidence privée d'une pila a été encerclée par les blindés et les fantassins, les miliciens du pouvoir. Nous avons régulièrement usé de notre droit, la légitime défense. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a des journalistes qui auraient préféré voir le président mort sur je sais pas, l'autel du droit des présidents librement élus de disposer de la vie des autres. Et nous avons usé notre droit à la légitime défense. Et les forces qui étaient fatiguées de la mauvaise gestion du pays, de la terreur, car le Congo a connu 2 guerres civiles en 5 ans, les forces qui n'ont pas vu le régime de grandes promesses réaliser en 5 ans ce qui était promis, qui était épuisé, et qui ne pouvaient plus accepter la tyrannie, se sont soulevées, oui, et que ces forces-là aient été vaincues alors qu'elles ont utilisé tous les moyens les plus barbares, les Chilka, les obusiers de 122 mm, les orgues de Staline, les hélicoptères de combat et autres pour détruire Brazzaville. Et que ces forces-là aient été vaincues, je vous dis que oui, maintenant, je retrouve la même sérénité. C'est celle de quelqu'un qui a contribué à libérer son peuple de la tyrannie. Donc, avant 92, comme maintenant, je suis dans la même sérénité. Et il n'y a eu ni coup d'État, ni recherche de la prise du pouvoir par la force. Il y a eu un pouvoir qui voulait s'imposer par la force et qui a été vaincu. Si vous arrivez à Brazzaville, vous trouverez peut-être à 70 ou 80% le peuple heureux d'avoir mis hors d'état de nuire un tel régime. Donc je vous invite plutôt à Brazzaville
et vous pourrez ainsi interroger le peuple pour savoir s'il est mécontent d'avoir mis hors d'état de nuire le régime de tyrannie qui a dirigé le Congo ces 5 dernières années. Monsieur le Président, Oui. François Misser, BBC Afrique. Vous avez dit qu'il fallait rebâtir un Congo nouveau. Alors est-ce que dans cette optique, vous allez poursuivre la politique qui avait été la vôtre à l'époque où vous étiez aux affaires, c'est-à-dire celle où un secteur paraétatique important constituait la caractéristique de cette économie, ou bien on s'achemine vers un train de privatisation? Et toujours dans le même ordre d'idée, parce que ça intéresse les opérateurs économiques, est-ce que les accords conclus par l'État congolais sous la présidence de votre prédécesseur seront-ils reconnus? Je pense notamment aux accords avec les compagnies pétrolières. Bon, si vous avez suivi la marche des affaires du Congo, avant même le mouvement de démocratisation, vous avez certainement pu savoir que déjà, avant 92, nous parlions de privatisation, non pas seulement dans le cadre des négociations que nous avions avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, mais parce que notre propre bilan du secteur d'État nous avait amené à classer les entreprises du secteur d'État en 3 catégories. Une première catégorie, des entreprises qui devaient rester dans le cadre du secteur d'État. Une deuxième catégorie, des entreprises qui devraient être privatisées. Il y avait même une troisième catégorie d'entreprises qui devraient être liquidées. Donc la notion de privatisation des entreprises du secteur d'État ne date pas de 92. Je dois même vous dire que déjà en 90, si ces messieurs qui recherchaient la démocratisation à la hussarde n'avaient pas exercé des pressions folles, nous aurions déjà en juillet 90 privatisé Hydro-Congo. Ce sont ces messieurs qui avaient déclenché des grèves sauvages pour s'opposer à la privatisation d'Hydro-Congo en 90 et qui ont passé tout leur temps, ces 5 dernières années, à vouloir privatiser Hydro-Congo sans le faire réellement parce que dans le désordre qui caractérisait la gestion de l'État, on ne savait pas qui était responsable de la privatisation, si c'était le cabinet de chef de l'État, si c'était un autre conseiller, si c'était un ami dans le secteur, si c'était le ministre des tutelles. Et aujourd'hui, à part les quelques privatisations, on ne peut pas appeler cela privatisation, c'était une démarche pour brader le patrimoine national, certaines entreprises ayant été privatisées dans l'ombre, au mépris des lois et règlements de l'État. À part ces privatisations sauvages, on n'a pas pu réellement assister à une privatisation digne de ce nom. Et vous parlez de décisions prises par le pouvoir. Nous allons d'abord faire l'état des lieux et nous prendrons après les décisions qui s'imposent. Il est évident que si ces décisions sont celles du genre accord avec Oxy, accord qui a amené le pouvoir de l'excellence à vendre le brut de Kossa, brut léger, proche du Brent, accord qui a amené ce pouvoir à vendre ce brut à 2 $ le baril. Vous pensez s'il s'agit de ces accords-là, ils ne pourront qu'être regardés à 2 fois.
Monsieur le Président, sur les privatisations, Qui êtes-vous? C'est quel organe de presse, monsieur? Excusez-moi, c'est M. Assoumassou de Jeune Afrique. Donc, à propos des droits Congo, sa privatisation a été happée par la guerre civile. Est-ce que vous allez la reconsidérer? Ma deuxième question... Je n'ai pas très bien compris. La privatisation a été arrêtée, c'est-à-dire, bon, ils n'ont pas fini le tour de table, il restait un troisième partenaire. Je ne sais pas si vous avez suivi le dossier, moi je sais qu'il a été arrêté au moins... Jeune Afrique ne pouvait que le savoir, mais nous ne savons pas. Ouais, d'accord, voilà. Le président Denis Sassou Nguesso incarne à sa manière une certaine façon de faire de la politique. Monsieur le Président, je voulais simplement, je ne me permettrai pas de me mettre sur le plan médical parce que je n'ai pas ni les capacités de Monsieur l'ambassadeur, ni les capacités des grands professeurs qui viennent de parler. Je veux simplement faire un petit rappel sur ce que j'ai vu, moi, quand je venais ici en 98 et en 99 dans des périodes assez difficiles et où j'ai vu toute une équipe médicale ici travailler dans des conditions extrêmement difficiles, mais avec une foi qui était vraiment très rare et qui nous a beaucoup émus. Et si on essaie de faire le maximum de choses avec les moyens que nous possédons pour cet hôpital, c'est un peu au travers de tout ce qu'on a vu. Alors j'ai vu le colonel Ibata, le colonel Bio passer leur nuit par terre dans leur bureau en attendant d'éventuelles opérations. J'ai vu des conditions un peu difficiles à certains moments ici autour de Brazzaville et des gens qui continuaient à opérer, tout un personnel médical qui continuait à travailler. Et ça, je crois que vous le savez bien sûr, mais qu'il est bon que vous sachiez que nous aussi, nous l'avons vu et qu'on a été très impressionnés. Je ne vais pas parler des questions techniques parce que je ne suis pas compétent. Et je vais simplement témoigner pour dire que si je suis venu prendre ce contact, c'est parce que dans ce monde aujourd'hui qui est, il faut le dire aussi, dominé par les égoïsmes, et moi j'ai été pour ma part très bouleversé à l'idée que des médecins, des professeurs, des infirmières, des personnels, d'autres cadres français pouvaient, à un moment difficile, manifester ainsi cette forme de solidarité et venir ici au Congo dans des moments difficiles travailler bénévolement avec des moyens, il faut se le dire, qui étaient assez limités, mais venir fraterniser et avec d'autres à 6000 km. Et cela est, à mon avis, de haute valeur morale et éthique. Je voulais témoigner sur ce point. Et j'ai voulu établir ce contact pour les remercier. Et dire que, à travers le comité pour la Renaissance de Brazzaville, nous voyons là des signes qui montrent que malgré tout ce qu'on observe dans le monde, je disais d'égoïsme et de clivage, il y a en l'homme finalement quelque chose de fondamental qui reste, qui ne va pas être emporté par tous les courants qu'on observe. Et c'est cela qui est mon témoignage, qui est important à mes yeux. Que des hommes aient pu, par un élan de cœur. Ce n'est pas seulement des questions techniques, vous avez parlé des questions techniques, oui, des matériels, mais il fallait d'abord qu'au centre
de tout cela, il y ait l'homme. L'homme, le malade, les techniciens congolais et ceux venus de France ou d'ailleurs, avec la volonté de communier et la volonté toujours de sauver l'homme. Alors cela est à mon avis très important. Et nous ne tenons pas ici une conférence. Chacun témoigne comme il le sent. Et moi je le sens comme ça. Et comme un symbole important, et je pense que les Congolais devraient réaliser. Et eux qui sont en train de s'entretuer entre eux ici, et ils devaient réaliser que d'autres sont venus de loin pour leur montrer un autre chemin, hein, celui de l'amour que l'on peut avoir vis-à-vis d'un autre être humain. Vous voyez, c'est un geste d'amour et de haute valeur morale. Si ces gestes peuvent permettre aux Congolais de comprendre et que lorsqu'il s'agit de l'homme, on peut aller le plus loin possible, je pense que là, il y a un témoignage important. Je pense que les Congolais retiendront tous ces gestes. Un scanner, c'est quelque chose de très précieux, de cher. Et nous-mêmes, tout l'État congolais, nous sommes restés ici des années et nous n'avons pas pu réunir les moyens d'acquisition d'un scanner. Et si quelque part ailleurs, d'autres pensent à nous l'offrir, au-delà du matériel, qui est déjà un matériel précieux, je crois qu'il faut mesurer le geste. Et je pense que finalement, mon dernier mot, c'est que l'égoïsme ne va pas triompher et je crois que l'humain sera toujours sauvé. C'est mon témoignage ce jour. Voilà pourquoi je suis parmi vous. Merci. Je n'ai pas grand-chose à dire, vu que je ne suis pas militaire, mais de par mes fonctions, aujourd'hui, je suis militaire. Encore que je suis un militaire sans exiger de grade. Je suis un militaire aujourd'hui par mes fonctions. Non, je vais simplement dire que je n'ai pas beaucoup de paroles, parce que depuis le début, je suis toujours très ému, vous le savez, de vous voir parmi nous. Et je vous avais déjà dit que vous êtes là, vous nous tendez la main, mais nous ne voudrions pas vous prendre le bras. Nous vous comprenons. Vous êtes très chargé chez vous. Vous voyez ce qui se passe chez nous. Je suis sûr que vous, chacun de vous, de par ce que a mis en exergue le président de la République, cet amour du prochain qui fait que si vous le pouviez, vous seriez avec nous. Vous seriez resté avec nous, j'en suis convaincu. Et c'est ça qui me gonfle de joie et d'émotion. Vraiment, je suis très heureux de vous revoir parmi nous, très heureux de ce que vous faites. Et je crois que chaque malade, chaque Congolais se sent rassuré de savoir qu'il y a des gens qui peuvent, chaque fois que possible, nous venir en aide. Et dans un secteur tout à fait vital. Vous nous faites renaître à travers ce que vous faites. Et c'est l'essentiel. Sans renaissance, il n'y a pas Congolais, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Congo. Et messieurs, mesdames, messieurs, vous savez, c'est là un travail extrêmement important, utile. Nous en sommes encore une fois très heureux. Et en réalité, nous n'arrivons pas à vous faire apprécier le degré de notre joie. Parce que les mots nous manquent, mais sachez que vraiment nous sommes heureux de vous voir parmi nous, de vous voir travailler comme vous le faites. Vous arrivez la nuit, le lendemain matin, pendant que nous n'avons pas récupéré pour vous recevoir, et vous voilà déjà en plein travail et un travail fructueux.
Messieurs, même si vous êtes des grands spécialistes, mais il y a quand même des limites humaines, mais vous vous dépensez sans compter. Vraiment, nous n'avons pas de mots pour vous remercier, vous dire combien nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Merci beaucoup. Il y a à ses côtés Madame Antoinette Sassou Nguesso, son épouse, son versant social et politique aussi. Car pour le président Denis Sassou Nguesso, la fracture sociale est un drame pour une société. Que les différences trop croissantes et l'absence d'ouverture sur les autres sont un fait grave. Il nous apprend quelque part à transgresser, traverser les frontières sociales pour se battre, se surpasser. Depuis toujours, Antoinette Sassou Nguesso vit un rythme effréné aux côtés de son mari. Ses actions sociales ne passent pas inaperçues. Son look est scruté de très près à chacune de ses apparitions publiques. Connue pour son goût de la mode africaine, des tenues chic et tendance, une vraie ambassadrice de la mode africaine, pour autant, ni le temps, ni le poids de ses responsabilités ne semblent se faire ressentir sur son physique. En plus de faire attention à ce qu'elle met dans son assiette, Madame Antoinette Sassou Nguesso pratique également une activité physique régulière, dès qu'elle le peut. Ce documentaire se penche aussi sur le rapport au sport du président Denis Sassou Nguesso. Une activité largement pratiquée quotidiennement par la population congolaise, car le sport est un vecteur d'émotions positives très fortes. C'est bon pour l'épanouissement de notre intégralité, corps, âme et esprit. Une nécessité pour agir favorablement sur la forme et la santé. Oui, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre, a dit un jour Pierre de Coubertin. En effet, les images d'un président sportif en train de mouiller le maillot, comme on dit, sont très rares en Afrique. On sait aussi que le président Denis Sassou Nguesso est très fan de football. Mais dans ce documentaire, nous allons découvrir une autre facette d'un président sportif. Le président Denis Sassou Nguesso a une petite inclination naturelle pour le tennis. Normal,
Chacun a son penchant qui l'entraîne, a dit Virginie. Le président Denis Sassou Nguesso est un pratiquant assidu de cette discipline. Il a un mental de gagnant, joueur appliqué et impliqué. Il a un bon coup droit, un bon revers lifté et une main ferme. Il s'adonne depuis plusieurs années à cette noble discipline qui est devenue un de ses hobbies préférés. Oui, mesdames, messieurs, le tennis, c'est le domaine où il est le meilleur. C'est son inclination naturelle. Parce que choisir son sport, c'est affirmer les valeurs qu'il porte, assumer l'image qu'il véhicule dans l'opinion, tout en révélant ce que l'on est au fond de soi. Voilà un bon exemple à suivre, toujours avec modération bien sûr. Le temps étant présent à consommer sans modération. Point de citation. Kera Chakor. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la 10e et dernière partie du documentaire Un homme et un destin, saison 2. Et nous vous disons à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Pensée du jour. Le temps a toujours le dernier mot. Point de citation. Taha Nassine Ferrat. Chers téléspectateurs, restons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour, à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien, bonne soirée à tous et bonne suite au programme sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres car chaque jour est une nouvelle vie. Quant à moi, mesdames, messieurs, pour ce soir, je vous dis ciao, ciao. Mama.